Hello, moi c'est Sarah El Massaoudi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos héritages, le podcast qui documente nos héritages culturels. Aujourd'hui, on continue à parler d'identité asio-descendante avec Lee et Maïté. Lee Lebens est musicien et Maïté Mintam Mahem Janolin est performeuse, réalisatrice et organisatrice communautaire pour DOCAD, un groupe de personnes descendantes d'adoptés coréens et coréennes. Nos deux invités ont un point commun, leurs mamans respectives ont toutes les deux été adoptées en Corée par des personnes blanches, en Belgique et en France. Comme d'habitude, j'ai commencé par leur demander pourquoi elles ont accepté de nous raconter leur histoire. Vas-y Maïté, c'est toi qui m'as invité, donc je te laisse la patate chaude. En fait, moi j'avais suivi un peu le projet de loin, et puis ça m'avait interpellée parce que, c'est de ça dont on va parler, parce que ma mère, en l'occurrence, qui a un parcours migratoire particulier, n'en parle pas avec moi. Et donc, en fait, ce qui m'avait interpellée, c'était que, et c'est ce que je fais dans mon travail, c'est que j'essaye d'interroger cette question-là, mais je ne peux pas être en dialogue avec mon parent. Et donc, voilà quoi. Donc, j'ai regardé pas mal d'épisodes, et puis suite à une rencontre ou une conversation qu'on a eue, tu m'as dit que c'était possible en fait que ça se fasse dans des cadres un petit peu différents, plus élargis. Et donc j'ai pensé à Lee qui a ses spécificités aussi, mais qui a un parcours un peu similaire. Donc voilà. Moi j'ai accepté parce que Maïté m'a invité et que c'est effectivement un thème qui est assez peu abordé et dont on entend très peu parler. Autant on entend déjà un peu parler de témoignages de personnes adoptées, mais des enfants d'adoptés, ça il y en a très peu, je pense. Ou il n'y en a pas du tout. Donc je me dis, ce serait intéressant de témoigner là-dessus et de laisser une trace pour le futur et les générations futures. Yes, mais encore merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez retracer dans les grandes lignes le parcours migratoire de vos familles respectives ? Ce qui vous vient, et après de toute façon on va affiner et creuser. Ma mère est arrivée en Belgique en 1972 à l'âge de 10 ans, ce qui est assez tard pour l'arrivée d'un enfant adopté. D'habitude c'est plutôt dans la première année, je pense. Oui, je crois. Et c'est un cas un peu particulier, donc elle est arrivée à Arlon en Belgique via une organisation chrétienne qui s'appelle Terre des Hommes. Et donc elle arrivait au fin fond de la Belgique, à Arlon, dans une petite ville des Ardennes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Arlon, mais ça n'a rien à voir avec Bruxelles ou Liège ou Anvers ou quelque chose comme ça. C'est vraiment encore une autre ambiance où il y a très très peu de personnes racisées, par exemple. Et donc, elle est restée là quelques années et elle a rencontré mon père et elle a déménagé à Liège. Et c'est là que je suis né. Et donc, c'est bien son parcours à elle. Ton papa, il n'est pas racisé du coup ? Non, mon papa est né à Liège, je pense. Et voilà, il est blanc. Et qu'est-ce que ta maman raconte de elle, son parcours et son lien avec du coup son pays de naissance ? Pas beaucoup de choses. Elle me raconte que c'était un peu compliqué parce qu'elle a dû refaire ses années de primaire, évidemment. Elle avait 10 ans, mais elle était au milieu d'enfants très jeunes, 5-6 ans, je pense. Et donc, évidemment, elle a sauté des classes et elle a pu rattraper son retard scolaire, en tout cas s'adapter. Mais non, elle ne raconte pas grand-chose non plus de son enfance en Belgique. Voilà. Elle raconte pas. En fait, ma mère a une relation très particulière au passé. C'est comme si elle oubliait très vite ce qui se passe, ou en tout cas, c'est pas vraiment sur une ligne du temps. En fait, c'est comme s'il y avait des événements dans sa vie, dans son passé, mais il n'y a pas une trame narrative. Elle ne raconte pas son histoire, en gros. Il s'est passé des choses, et voilà. C'est pas une trame, quoi. Et est-ce qu'elle sait ce qui a mené à son adoption ? Alors oui, elle me raconte parfois que
on lui a demandé « Est-ce que tu veux partir d'ici ?» Et elle a dit oui. Voilà, c'est ça l'histoire qu'elle me raconte. Donc elle voulait partir de l'orphelinat de Corée, où elle était. Et elle ne savait pas du tout où elle allait aller. Et voilà, c'est comme ça. Et quelle est sa relation avec ses parents adoptifs ? Alors, en fait, son père adoptif, je ne l'ai pas connu, il est décédé avant ma naissance. Et sa mère adoptive est décédée. En fait, c'était des personnes déjà assez âgées. En grandissant, quand je rescanne ma mémoire, je me rends compte qu'en fait, c'était des personnes déjà d'un certain âge. En fait. Et c'est pour ça en fait, qu'ils ont pu adopter une enfant aussi âgée. Ils avaient déjà essayé d'adopter auparavant, en fait. Et ça s'était pas bien passé. Et vu qu'ils arrivaient à un certain âge, ils ne pouvaient plus adopter un enfant en bas âge, quoi. Donc, et vu qu'ils voulaient très très fort adopter, ils ont pu avoir ma mère qui avait déjà 10 ans. Je sais bien qu'elle vouvoyait sa mère adoptive. Et elle a fort tendance à vouvoyer les personnes plus âgées, que ce soit dans d'autres circonstances, on va dire. Mais la particularité, on va dire, c'est que ma mère s'est trouvée comme une autre famille d'adoption plus tard à Liège. Et en fait, elle a rencontré sa meilleure amie, avec qui elle travaille encore maintenant même, et avec qui elle passe la plupart de son temps. Et la famille de son amie donc est devenue un peu... Enfin, moi, je les considère comme mes grands-parents, en fait. C'est comme une deuxième famille adoptive. Et elle est toujours restée très fidèle à sa famille d'adoption. On y allait régulièrement, même si c'était à Arlon, donc c'était une bonne heure et demie de route. On y allait les dimanches régulièrement. Et voilà. Donc beaucoup de respect, je sais pas si c'est une affection sentimentale, mais en tout cas il y avait du respect et de la fidélité. Maïté ? J'ai une question pour Lee. Ah, vas-y, dis-moi. Je me demandais, parce que tu parles du fait qu'elle parle pas beaucoup de la Corée, mais par contre, tu n'as pas évoqué le fait si elle a eu envie un jour d'y retourner ou pas, ou si elle l'a mentionné, comme elle est partie tard. Ouais. Alors non, jamais elle n'a mentionné l'envie d'aller en Corée, jusqu'au moment où je suis retourné en Corée, enfin où j'ai été en Corée en fait. Je ne suis pas retourné. Moi aussi, j'ai déjà fait plusieurs fois ce lapsus. C'est lapsus, je suis retournée. Ouais. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que après j'en ai parlé, donc je lui ai reparlé de la Corée, de tout ça, et il y a encore des bribes de souvenirs qui sont ressortis. Et donc je lui propose, ça te dirait qu'on aille en Corée ensemble. Et je sens qu'elle trouve des excuses du genre j'ai peur de l'avion, ou c'est un trop long voyage, ou je peux pas à cause de mon travail, ou enfin c'est des choses recevables bien sûr, mais voilà, c'est quand même des excuses, je pense. Et parfois, elle me dit aussi, j'ai peur de si j'y retourne, j'aurais plus envie de revenir en Belgique. Ça, elle me dit aussi parfois. Et il y a aussi une espèce d'animosité envers la Corée qu'elle garde, j'ai l'impression, parfois. Et elle me dit, pourquoi est-ce que j'y retournerais ? Ils m'ont rejeté, donc je n'ai pas envie d'y retourner. Donc voilà, c'est assez variable, suivant son humeur. Mais c'est intéressant du coup ce paradoxe de à la fois la Corée m'a rejeté et en même temps j'ai peur de si j'y vais de plus revenir ici quoi. Ça montre bien tout le tumulte, enfin tous les différents sentiments que tu peux ressentir tout à fait. Dans ce genre de situation. Maïté, du coup, tu peux nous parler de toi, du parcours de ta famille ? Ouais. Alors, comme Lee, je vais commencer par ma mère. Donc, ma mère, elle a été, adoptée depuis la Corée du Sud en France, à Roubaix, donc dans le nord de la France, quand elle avait plus ou moins 4 ans. Mais bon, ça, ces âges, ils sont toujours approximatifs parce que, enfin, je sais pas si tu sais, mais l'âge que on donne en Corée, c'est pas l'âge occidental, c'est 1 an de plus, en fait. Et donc, bon, bref, ils font une approximation. Et puis, donc, à l'arrivée, elle avait soi-disant 4 ans.
Et puis par la suite, mes grands-parents ont déménagé dans les Alpes françaises, en Savoie, parce que mon grand-père avait des problèmes de santé. Et donc ils avaient besoin d'aller à la montagne, dans la nature. Donc ils se sont retrouvés aussi dans un environnement très rural, avec aucune personne racisée, encore moins de personnes coréennes, et enfin aucune personne adoptée. Enfin, si, d'autres personnes adoptées, parce que mes grands-parents ont adopté 2 autres enfants coréens. Donc moi, ma mère a une petite sœur, donc ma tante, qui s'appelle Elisabeth, et qui a été adoptée depuis la Corée, mais pas la même famille biologique. Et puis mon oncle, qui lui aussi a été adopté depuis la Corée, mais pas la même famille biologique. Donc voilà. Donc dans ma famille, oui, j'ai très peu entendu parler de la Corée par ma mère, mais en fait, étrangement, un petit peu plus par ma tante et par mon oncle, qui ont en fait des rapports différents à l'Asie. Donc en l'occurrence, mon oncle, il est reparti vivre quasiment toute sa vie en Asie. Il est devenu ingénieur informatique. Il a travaillé au Japon, en Chine, en Corée, et il parle un petit peu coréen. Et ma tante, elle, a déménagé à Londres, où elle a plutôt été en lien avec des communautés protestantes coréennes, parce qu'il y a beaucoup de protestants. Et elle va dans des restaurants coréens, elle rencontre d'autres Coréens. Et en fait, c'est ma mère qui a vraiment été la plus ostracisée, qui n'a pas d'amis coréens, pas d'amis asiatiques, et puis qui est restée vivre en Savoie. Qui est restée la plus ostracisée ou qui a, elle, voulu mettre une distance ou quoi pour s'intégrer Avec son environnement français ou avec sa famille Avec la culture coréenne ou les communautés coréennes Ça, c'est difficile à savoir dans l'absolu parce que moi, ce que j'ai entendu par mon oncle et ma tante, c'est que auparavant, ma mère était peut-être même la plus intéressée par son identité coréenne. Jusqu'à un certain moment, puis après, il y a eu un espèce de retournement. Ce que moi, j'ai entendu, mais c'est comme lui, donc c'est beaucoup d'histoires qu'on nous raconte, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais c'est que donc, un moment, mon oncle, qui vivait en Corée du Sud, a voulu faire des recherches pour sa propre famille biologique. Étant en Corée, c'était plus facile. Donc il a proposé à ma tante et à ma mère de pouvoir faciliter des recherches pour elle. Et ce que ma mère m'a raconté actuellement, c'est qu'elle avait à l'époque refusé. Ce que mon oncle et ma tante ont l'air de me dire, c'est qu'elle a accepté, mais qu'ils n'ont rien trouvé concernant sa famille. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la bonne version. Et apparemment, à partir de ce moment-là, il y a eu comme une espèce de rupture par rapport au fait d'être intéressé par la Corée. Peut-être qu'il y a eu un élan qui a été déçu. Enfin voilà, c'est difficile de spéculer là-dessus parce que du coup, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ma mère, c'est sûr que c'est celle, disons, qui... Et c'est intéressant parce qu'on a comme un sample quoi, de 3 adoptions différentes. C'est celle qui a rejeté le plus son identité coréenne. C'est-à-dire que ma mère, c'est vraiment... Elle est française, quoi. Elle est blanche. Enfin, quasiment, quoi. Et puis, elle mange pas coréen. Elle n'est pas intéressée par la Corée. Pendant longtemps, elle n'aimait pas la nourriture coréenne. Et puis, elle est allée voyager dans d'autres pays d'Asie, comme la Thaïlande. Mais elle n'ira pas en Corée, quoi. Donc, ma mère, c'est vraiment... c'est assez présent, quoi, son rejet. Ouais, je voulais rebondir sur le fait que ma mère aussi se considère comme blanche, d'une certaine manière en tout cas, enfin, jusqu'à ce qu'on la ramène à son asienneté, évidemment. C'est toujours les autres qui définissent ça. Voilà, petite parenthèse. Oui, et comme Lee, moi, mon papa est blanc. Donc aussi, on a grandi dans un environnement très blanc, dans des familles blanches, voilà. Donc j'imagine que... je vois aussi que c'est des stratégies d'intégration... et de survie, quoi. Donc je les comprends parfaitement, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu aliénant, en tout cas pour parler de nous, quand on grandit dans des familles donc mixtes, mais mixtes qui en fait sont pas vraiment mixtes parce que ton parent se considère comme blanc. Donc moi, pendant longtemps, avec mes sœurs, on considérait pas qu'on était à moitié coréenne, à moitié française. On considérait qu'on était peut-être genre un quart ou 1/5 coréenne et puis 4/5 française. C'est intéressant ces pourcentages parce que c'est fort un truc français ou du coup aussi en Belgique francophone puisqu'on aime bien copier ce qui se fait en France, mais de devoir dire combien de pourcents française, combien de pourcents ça... Mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ici, la relation avec ses parents
adoptifs, alors c'était quoi comme relation? Est-ce que eux étaient quand même un peu ouverts à ce que à parler de la Corée, ou est-ce que c'était vraiment l'époque où voilà, une bonne adoption c'était en fait on efface tout ça et comme si bah, voilà, elle était vraiment née en France de parents français? Ouais. Bah, comme tu dis, c'est difficile des fois d'estimer qu'est-ce qui fait partie de l'époque et puis qu'est-ce qui fait partie vraiment inhérente à la famille. Mes grands-parents, c'était clairement des personnes, je veux dire, qui... Enfin, je veux dire, c'était un milieu prolétaire, français, aucun imaginaire, tu vois, qui sortait de leur bulle. Donc, en fait, déjà, juste le fait qu'ils se retrouvent avec des enfants coréens, ça, je t'ai pas demandé comment tes grands-parents s'étaient retrouvés avec des Coréens, mais enfin, c'était un peu un hasard, en fait. Ça s'est passé par le fait qu'ils aient adopté à travers... Donc, ils étaient protestants, parce qu'ils sont tous les deux décédés maintenant. Et ils ont adopté à travers une agence protestante qui s'appelle La Cause en France et qui était l'intermédiaire avec les agences d'adoption en Corée qui sont, en fait, pour la plupart, des agences chrétiennes. Donc il y avait quand même un espèce de business d'évangélisation, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec des Coréens, mais sinon, tu vois, je pense pas qu'ils se seraient retrouvés avec des personnes racisées. Donc effectivement, mes grands-parents... ça n'avait pas l'air je sais pas, ça avait pas l'air d'être une question pour eux, le fait c'était juste des enfants, quoi, qu'ils avaient adoptés. Et ma mère, je crois, a un rapport assez complexe avec ses parents adoptifs. Après, ça fait partie aussi de son histoire, et puis ça, tu vois, c'est un peu une conversation. Ma mère m'a déjà dit par rapport à son adoption que c'était son histoire et pas la mienne, ce qui, moi, m'a beaucoup questionnée. Mais c'est vrai qu'il y a certains, disons, aspects de sa vie que je pense qu'elle n'a pas envie de rendre public. Et ça, je le comprends aussi parfaitement. Donc voilà, je crois que c'était complexe. Et après, dans quelle mesure et comment, ça lui appartient. Et du coup, tu disais que petite, voilà, tu te sentais finalement très peu coréenne parce que c'était très peu présent à la maison. Comment est-ce que ça a évolué au fil des ans? Est-ce que c'est le fait d'aller à l'école et d'être renvoyée à cette identité-là? Est-ce que c'est toi qui as été amenée à un moment donné à te rendre compte de ça et à vouloir faire des recherches? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Tu vois, c'est intéressant parce que c'est seulement en faisant... Donc là, je suis en train de faire un film sur ça, quoi, sur comment ça impacte les deuxièmes générations. Et puis, c'est seulement à travers le processus du film que je suis en train de remonter la piste de ça. Parce que, en gros, dans ma famille, le statu quo, c'est « ce n'est pas un sujet ». C'est quoi ton problème? Pourquoi enfin, tu vois, on t'a dit, voilà, c'est comme ça. Puis moi, je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Puis on dit, c'est comme ça. Donc c'est un peu étrange parce qu'il n'y a que moi que ça interpelle et puis mes sœurs ne sont pas très intéressées. Et donc, pour répondre à ta question, je me suis dit, mais en fait, ça me vient d'où? Et je pense qu'il y a partiellement le fait que déjà ma mère m'a eu jeune, que j'étais son aînée. Et puis aussi... En fait, j'ai retrouvé des lettres, des correspondances que j'avais avec mon oncle et ma tante à l'époque. Et mon oncle qui me dit « N'oublie pas que tu es coréenne. N'oublie pas, sois fière de tes origines coréennes. » Ou ma tante qui me raconte, elle, son processus de recherche avec sa famille biologique. En me disant « Pour moi, je trouve que c'est super important de connaître la vérité, etc. etc. » Mais... Donc j'ai l'impression que j'étais quand même placée à une intersection dans ma famille qui fait qu'il n'y avait pas que ma mère, en fait, qui était aussi la personne pour me transmettre des choses sur l'adoption de la Corée. Voilà. Puis je sais pas comme toi ça a été à l'école, mais en fait moi je suis passée j'avais les cheveux longs, j'étais Pocahontas, et après je me suis coupé les cheveux, j'étais Mulan, quoi. Donc et il y en avait qu'une dans l'école qui était comme moi, hein, ça c'est clair. Et ça c'était un peu spécial aussi parce que en ayant parlé de racisme et tout que j'ai pu vivre à l'école, comme ma mère, elle se perçoit très blanche et qu'elle n'a jamais vécu de racisme, et moi, quand je vivais des trucs racistes, elle me disait franchement non, quoi. Et du coup, ça c'était aussi une forme d'aliénation, de me dire c'est bizarre, je comprends pas, est-ce que je l'invente? Et bref, et pour finir, c'est un peu ce truc dans la famille où justement, parce qu'à force que ça soit un sujet pour personne et que ça t'interroge et que tu te poses des questions,
tu finis un peu par te dire, mais je suis folle, quoi. Et tu finis par te dire, c'est quoi mon problème? Donc moi, c'est justement en rencontrant d'autres gens, comme toi, Ali, où je me suis dit, en fait, peut-être que c'est pas de la folie. Oui, moi c'est plutôt mon père qui m'a rappelé plus que ma mère, qui m'a rappelé mon identité coréenne en partie, et qui a souligné ça comme une force. Il m'a toujours dit c'est une force que tu aies plusieurs cultures, plusieurs ouvertures vers des cultures différentes. Et, paradoxalement, évidemment. Parce que ma mère, elle, était plutôt dans le même esprit que la tienne. Un rejet total, stratégie d'adaptation, certainement. Et moi, pour ce processus-là, c'est venu aussi par les autres, en fait. Petit à petit, déjà à l'école, le racisme des autres enfants. Moi, c'était plutôt Bruce Lee, tu vois. Avec mon nom, de toute façon, c'était plus facile. Voilà. Et en fait, plus tard, moi je suis musicien, j'ai commencé un groupe avec une autre personne asiatique. Et c'est à partir de. Qui lui est à moitié vietnamien. Mais avec les enfants plutôt vietnamiens, c'est différent parce que eux, en tout cas, lui n'était pas d'enfants adoptés, mais d'enfants immigrés politiques. Donc c'est tout à fait une autre mentalité. Ça peut être parfois plus revendicateur justement de l'identité du pays d'origine. Et donc lui, il avait beaucoup plus de liens avec le Vietnam, notamment avec l'Asie en général. Quand on est gosse, pour nous l'Asie, c'est les mangas, la pop culture, quoi. Tout ce qui a été exporté du Japon ou maintenant de la Corée. Donc peut-être que maintenant, pour les secondes générations, à notre époque, c'est peut-être plus facile pour se relier à la Corée. C'est clair. Ouais, parce que à l'époque, la Corée, je veux dire, on n'en parlait pas, quoi. Ouais, c'était inconnu. Et puis, donc c'était effectivement le Japon. La Chine. Ouais. Il y a ce livre de Jung, je ne sais pas si tu l'as lu, Couleur de peau miel. Ouais. Il parle de ça, lui c'est un adopté coréen aussi, mais en fait il s'est pris de passion et de fascination pour le Japon, quoi. Parce que c'était aussi une manière d'échapper au fait qu'il était coréen. Mais ouais, non, ça a beaucoup changé maintenant le statut de la Corée, et c'est vrai que ça c'est aussi étrange, je ne sais pas comment tu le vis, mais pour moi ça a été, donc quand moi je suis allée en Corée, et j'y suis allée plusieurs fois maintenant. Je sais pas, c'est comme si j'avais cultivé le fait de ne rien savoir sur ce pays, quoi. Pendant vraiment 30 ans, je ne savais rien du tout. Ouais, et je me rappelle... Je pense que personne ne savait rien de ce pays. Ouais. Je me rappelle, les seules traces de Corée, c'était des livres de recettes, mais pas très attirants, tu vois, avec des photos délavées. Et c'était la seule chose que je savais. Comparativement au Japon, on avait des mangas, on avait les sushis et les ramen qui sont là depuis quand même une bonne vingtaine d'années, voire plus. Et là, on ne savait rien. On avait très peu de représentation de ce que ça pouvait être. Et je me dis, si j'avais eu tout ça quand j'étais plus jeune, j'aurais été beaucoup plus fier d'être coréen, et j'aurais peut-être cherché un peu plus à savoir ce que c'était. En tout cas, plus vite. Parce que là, c'est plutôt vers mes 20 ans, 24, la moitié de la vingtaine, que j'ai commencé que j'étais pour la première fois en Asie, en Thaïlande, pas très original, mais bon, voilà. Faut bien aller par quelque part. Puis, puis j'étais en Corée, finalement, quand même, à 30 ans. Ouais, c'est très tard, quoi, finalement. Et juste avant de parler du coup de votre premier voyage en Corée, tu mentionnais du coup que ton papa te disait que c'était bien, que c'était une force en fait d'avoir ces origines-là. Ouais. Mais est-ce qu'il t'offrait la possibilité justement de connaître cette culture ? Parce que voilà, c'est une force, ces origines, c'est une ouverture sur le monde, mais si on n'a pas la culture, c'est le fait justement d'avoir d'autres codes qui permet d'avoir l'esprit plus ouvert. Je pense d'un côté, il y avait assez peu de documentation, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait rien de coréen, je pense dans les années 90, 90. Même début 2000, on n'entendait pas parler de la Corée, on ne savait rien. On savait qu'il y avait la Corée du Nord et que c'était pas terrible.
Puis on a commencé... ouais. Non, en tout cas, dans mes souvenirs, c'est même pas comme si on me mettait de côté, mais oui, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Non, mais ça me fait penser parce que c'est un peu ce truc, c'est de la multiculturalité, les familles de toutes les couleurs et tout. Moi, je me dis aussi que si ma mère avait pas été adoptée coréenne, mais qu'elle était vraiment coréenne, qu'elle a grandi en Corée, bah, je sais pas si elle se serait retrouvée dans le même genre enfin, tu vois, être partenaire avec le même genre de personnes, être dans les mêmes genres d'environnement. Enfin, évidemment que non, mais aussi parce que ça les arrangeait bien, tu vois. Je vois le reste de ma famille, que ma mère, bon, elle a l'air d'un peu d'ailleurs, mais finalement, elle n'est pas vraiment d'ailleurs, quoi. Donc c'était un peu... surtout, moi j'imagine, dans les années 90, quand j'ai grandi, il y avait vraiment une forme d'exotisation, de genre, ah, t'es métisse, tu es jolie, tu viens un peu d'ailleurs, mais quand même, tu maîtrises tous les codes. Et enfin, comment dire, ouais, tu nous déranges pas trop, enfin, dans un sens. Donc voilà, je trouve que c'est aussi... Et donc c'est ce truc-là de il faut que tu maîtrises tous les codes et que tu sois pas trop exotique pour que tu nous déranges pas trop, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu là. Ouais, c'est là qu'on voit aussi la différence entre la France et la Belgique, parce que j'ai l'impression qu'en Belgique, on a beaucoup moins de codification. En tout cas, du milieu d'où je viens, c'est beaucoup moins codifié. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit j'ai envie d'aller en Corée ? Parce que c'est un grand pas quand même à franchir, surtout quand voilà, votre maman n'a pas envie d'y aller. Pour être tout à fait honnête, moi je sors avec une personne à moitié vietnamienne, qui n'est pas mon amie de musique. Et elle m'a dit il faut absolument que tu y retournes, il faut que tu y ailles en fait. Et voilà. Donc c'est un peu bête, mais c'est via ma compagne que je suis allé en Corée. Et ouais. Après, du coup, elle te le dit, mais toi, il faut aussi que tu fasses le chemin dans ta tête et que tu te dises, ok. Oui, okay, c'est vrai que j'étais mûr à ce moment-là pour y aller. C'était quoi ? J'étais mûr, le chemin avait été fait d'une certaine manière dans ma tête pour accepter d'y aller. T'avais déjà eu envie avant ? Oui, j'avais déjà eu envie, mais ça me paraissait compliqué, loin, cher. Enfin, je trouvais plein d'excuses, en fait. Et comment tu t'es sentie, du coup, peut-être déjà dans l'avion et puis en arrivant C'est quelque chose de... Je sais pas expliquer ça. C'est comme retourner à la maison, voilà. Revenir à un endroit où on n'a jamais été. Puis le fait d'être entouré de personnes asiatiques, ça fait quelque chose. Mais ça, je l'avais déjà vécu en Thaïlande. Et je m'étais senti aussi assez bien, quoi. Assez confortable, quoi. Alors que pour certains, c'est l'aventure, le dépaysement total. Là, je me sentais très, très à l'aise, très confortable. Et en Corée, encore plus, parce que c'est... Je sais pas, c'est... Comment dire... sans tomber dans les clichés, c'est beaucoup plus moderne. C'est beaucoup plus... ça ressemble beaucoup plus à nos cités du Nord, quoi. C'est un pays du Nord par rapport à la Thaïlande, qui est un pays plus du Sud. On voit quand même des différences. Voilà. Et est-ce que tu parles la langue ou un petit peu ou... Alors, j'étudie la langue, c'est pas évident, mais voilà, je m'accroche. On va pas dire que je fais des progrès énormes, je suis en autodidacte, donc voilà. Mais j'ai trouvé des applications sympathiques. Et maintenant, il y a plein de ressources sur YouTube aussi pour écouter écouter la langue, parce que c'est pas une langue qu'on entend à tous les coins de rue non plus. Il y a pas maintenant, il n'y a pas autant de manga. Je suis quand même un grand consommateur de manga. Il n'y en a pas encore en coréen. Maintenant, il y a des séries en coréen, donc ça, je regarde et ça forme l'oreille. Mais non, je parle pas couramment. Maintenant, je peux quand même commander de la nourriture à un restaurant coréen. Mais voilà, petit à petit, c'est au programme, quoi. C'est un plaisir d'apprendre cette langue. Ça fait beaucoup de bien.
Maïté, ça a été quoi, toi, le déclic ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, là, il faut que j'y aille, ou en tout cas, là, j'y vais? C'est plus qu'il y avait quelque chose qui était là depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, moi, pendant très longtemps, j'ai espéré que ça vienne de l'extérieur. Tu sais, qu'on m'invite. Parce que donc, je travaille comme danseuse, donc souvent je voyage. Je me suis dit, un jour quand même. Et puis, ça venait pas, ça venait pas. Et puis, en fait, l'envie devenait vraiment de plus en plus urgente. Et donc, je me suis juste dit, en fait, tu vas y aller. Et donc j'ai pris un ticket très symbolique le jour de mon anniversaire et je suis envolée, c'était mes 28 ans, et je suis partie toute seule pendant 1 mois à Séoul. Ouais. Mais alors moi, genre c'était complètement différent de toi, quoi. Moi, je me suis sentie étrangère. Ok. Ouais. Hyper étrangère, et en fait c'était un peu violent parce que je pense que j'avais tellement fantasmé aussi. Mais le truc, c'est que ce premier voyage, il était vraiment très inconfortable, mais il était nécessaire, quoi, parce que c'est ça qui m'a permis de faire tout le chemin que j'ai fait après. Parce que justement, c'était aussi confortable, donc d'avoir la Corée, qui était cet endroit lointain, mythique, fabuleux, dont je ne connaissais rien, mais où j'espérais tout. Tu vois. Et puis en fait, après, tu arrives dans un endroit, c'est un lieu, quoi, qui a une histoire, il y a des gens qui y habitent, c'est plus complexe. Donc moi, ce que je dis souvent par rapport à ce voyage, c'est que ça n'a pas répondu à mes questions, mais je suis revenue avec plus de questions. Voilà, ça a complexifié un peu mon rapport à mon identité, à la Corée, et voilà. Donc ouais, non, moi je me suis sentie très étrangère, et les gens me disaient « Ah oui, mais toi, t'es allemande, je sais pas, genre des trucs, genre t'es danoise. » Mais vous rigolez. C'est sûr. Non, mais les Coréens, c'est-à-dire... On ressemble pas à des Coréens. Hein, ah non, mais pour les Coréens, c'est très clair qu'on n'est pas coréen. C'est clair. Mais je veux dire, on est blanc, quoi. Mais blanc de chez blanc. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi été... Donc, ma mère qui me dit « T'es pas coréenne ». Et puis, t'as les Coréens. Pareil, je leur dis « Je suis à moitié coréenne ». Ils me disent « Non ». Je dis, si. Non, mais incroyable. Ouais. Ouais, le tact coréen, c'est légendaire. Oui. Non, puis ils sont assez fascinés aussi, tu vois, parce que d'un coup... Enfin, et puis ça aussi, c'est un truc qui m'a mis assez mal à l'aise, parce que donc, il y a aussi cette espèce de culte quand même à la société occidentale, à la blanchité, tout ça, ça existe aussi en Corée. Et donc, en fait, toi, tu reviens, t'es à la recherche de tes origines, un truc. Et puis en fait, on te renvoie au fait que non seulement t'es blanc, mais qu'en plus, c'est super parce que t'es blanc. En fait, pour moi, ça, c'est extrêmement violent, en fait, parce que d'un coup, vraiment au niveau, genre intime, j'étais écrasée de toutes parts, quoi. Donc moi, quand je suis revenue, ça s'est assez mal passé en Belgique. J'ai fait 3 semaines de crise d'angoisse, quoi. Et puis c'est ça. En plus, t'es partie 1 mois, du coup, c'est long quand c'est dans des conditions comme ça et qu'on t'envoie des trucs assez violents comme ça. Ouais. Moi, je voulais... En fait, j'ai mis si longtemps à partir parce que je voulais partir plus longtemps pour mon premier voyage. J'aurais aimé partir quelques mois. Puis en fait, ça n'a jamais été possible. Et puis, tu vois, c'est ce moment, à 28 ans, je me suis dit, mais bon, je veux dire, si j'attends justement que ça soit ce truc fantasmé, ça n'aura jamais lieu. Donc, 1 mois, c'était court et c'était long. Surtout que je connaissais pas grand monde, j'avais des amis d'amis. Enfin, toi, t'étais aussi avec, Oui. T'es accompagné, mais... Ouais, j'avais quand même 1 ou 2 contacts sur place. Ouais. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est par rapport... Donc, ce premier voyage, il a été vraiment formateur. Pour moi, c'était vraiment, genre, rompre avec le fantasme. Donc, pas facile. Et les voyages que j'ai fait par la suite, c'était vraiment différent. Déjà, j'y allais dans le cadre d'un film. Et je rencontrais des gens qui étaient, en fait, des adoptés, des alliés qui travaillent sur l'adoption, des gens qui sont politisés. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc un peu spécial. C'est la première fois j'y allais pour comme appartenir, tu vois, retrouver bizarre, hein, mais bon, retrouver une appartenance. Et la deuxième fois j'y allais, alors là j'avais genre mes attentes étaient vraiment au plus bas. Et en fait, en rencontrant la communauté des adoptés, et j'ai rencontré des enfants d'adoptés,
Et ben, c'est là où ça s'est passé. En fait, tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'appartenir à une famille. Et pour moi, c'est plus vraiment cette diaspora des adoptés coréens et coréennes, plus que les Coréens et les Coréennes qui, souvent même, ne comprennent pas très bien l'adoption, comprennent pas très bien les enjeux, comprennent pas pourquoi tu reviens, enfin parce que des fois ils voient ça comme quelque chose de très positif. Et tu as eu de la chance parce que tu as été élevé en Occident. Enfin voilà, tous ces narratifs coloniaux, enfin ils sont servis en Occident pour parler de l'adoption, mais aussi en Corée. Donc voilà, ça existe. Moi, j'étais parti sans attente, en fait. Je suis encore dans un processus à ce moment-là où je suis parti. Je me sentais pas encore vraiment coréen quand je suis parti en Corée, en fait. C'est vraiment en étant là-bas que la machine s'est emballée, en fait. Parce que maintenant, voilà, j'apprends le coréen. Je pensais pas du tout apprendre le coréen à cette époque-là. À l'époque où je suis parti, je cuisine coréen, j'ai appris beaucoup de plats. Et cuisine super bien en plus. Merci. Voilà, je pense que oui, le fait de ne pas avoir d'attente, ça m'a préservé d'une déception. Vu que bravo. Je sais pas. Je sais pas si c'est bravo, mais... Et comment tes parents perçoivent du coup ce voyage et puis du coup tous ces changements que tu as opérés, ou en tout cas c'est pas vers apprendre la culture. Comment est-ce qu'ils le prennent ? Est-ce que ça a changé dans votre relation ? Est-ce que ça amène d'autres questions, d'autres discussions ? Ou est-ce qu'en fait c'est toi qui fais ça de ton côté et puis eux fait, ne disent rien ? Oui, parce que c'est vrai que ma mère ne raconte pas grand-chose sur la Corée, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une curiosité, de ma part en tout cas. Et vu que je n'aime pas être trop frontal avec elle, de lui dire qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi un peu dans les détails tous tes souvenirs, parce que là c'est le meilleur moyen pour ne rien avoir. Là maintenant j'ai des petites accroches, quoi, des sensations, le piment, la nourriture, certaines coutumes, certaines choses comme ça qui permettent de lancer comme une espèce de processus de mémoire pour avoir des bribes de son passé et d'avoir un peu aussi des explications de comment ça se fait que t'es en orphelinat, ou comment ça se fait que c'est comme ça. Et donc ça reste toi qui lance alors ces conversations et pas forcément tes parents qui s'intéressent parce qu'ils savent que tu essayes d'apprendre le coréen ou que tu cuisines ou que tu... Oui, voilà, c'est moi qui dois un peu lancer. Après, il y a des façons plus ou moins évidentes de lancer le sujet, quoi. Souvent les moins évidentes sont les plus efficaces, je pense. Voilà. Non, j'avais fini. Non, mais moi aussi j'ai des anecdotes comme ça parce que moi aussi c'est souvent le moins évident qui fonctionne le mieux. Parce que frontal, comme toi, ça donne rien du tout. Et c'est quoi alors par exemple le moins évident ? Eh ben c'était un truc que j'ai pas fait pour ça, consciemment. C'était pas dirigé vers ma mère, mais donc j'ai partagé sur ma page Facebook une vidéo. C'était un portrait de Cathy Minjung, qui est directrice du Rideau, qui est aussi adoptée coréenne et qui a écrit un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, Les Bonnes Intentions, qui est un très beau livre, un tout petit monologue de théâtre, c'est son premier texte, je crois qu'elle a écrit quand elle était assez jeune. Et puis, j'avais déjà lu ce livre et je le trouvais vraiment super percutant, quoi. Et j'avais voulu l'offrir à ma mère, mais en me disant « Ouh là là, je crois que c'est un peu trop, c'est trop frontal ». Du coup, je ne l'ai pas offert. Et juste un jour, comme ça, je relais sur ma page Facebook des gens que je trouve intéressants. Je relais un tout petit portrait d'elle où elle parle genre 4 minutes. Et ma mère, 3 mois après, quand je la vois, elle me dit « Ah, c'était intéressant ce qu'elle a dit, cette femme ». Je dis quelle femme ? Enfin voilà, puis bon, elle me raconte puis elle me dit « Ah, mais en fait, il y a quelque chose dans ce qu'elle a dit qui m'a touchée, je me suis sentie proche d'elle et je me suis dit qu'on aurait des choses à se dire. » Oui, je dis tu sais, elle a écrit un livre. Et donc voilà, et je lui ai offert ce livre et elle l'a lu et ça l'a beaucoup touchée. Mais c'était joli parce que en fait, ça venait d'elle.
Et donc, moi, je pouvais répondre à ça. Mais voilà, un peu comme toi, j'ai l'impression que si je suis trop frontale, ben ça marche pas, mais aussi ça marche pas parce que moi j'ai aussi envie de respecter, que je vais pas la pousser dans ses retranchements. Et en fait, si elle a pas envie d'en parler, elle a pas envie d'en parler. Donc pour moi, c'est aussi important de dire ça ici, qu'il y a quand même la question d'une forme d'éthique et de consentement, de dire, ok, oui, c'est mon histoire, mais oui aussi, je comprends quand en fait il y a de la douleur, de la souffrance ou de la gêne qui fait qu'en fait on peut pas aller plus loin et peut-être que ça demande d'autres temps, peut-être que c'est plus lent. Et je trouve que c'est aussi joli d'accepter que ça prenne ce temps. Ce qui transparaît du coup dans vos deux histoires, c'est le silence qu'il y a autour du parcours, du vécu, des émotions du coup de votre maman et puis par rapport à la culture. Comment est-ce que vous gérez justement ce silence? Qu'est-ce que vous faites de ce silence? Comment, en tout cas, ça a pu évoluer aussi, parce que j'imagine qu'il y a parfois des moments où ça doit être... Enfin voilà, vous avez peut-être pu être en colère ou frustré par rapport à ça, et puis ici tu parlais d'accepter, de dire ok, en fait parfois c'est son choix et elle a le droit de pas vouloir en parler, mais j'imagine que c'est quand même le fruit d'une évolution aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a parfois de la frustration, mais on va dire que finalement je fais mon propre chemin en fait, en passant au-dessus de ma mère d'une certaine manière, en allant directement à la Corée par moi-même. Je pense que c'est comme ça que je gère ce silence et en le contournant. Dans un premier temps, je suis resté dans le silence. Et puis ouais, petit à petit, dans le silence, on voit des choses. On voit quand même des choses et on essaye d'y aller. Et ouais, voilà. Ma façon d'y aller, c'est d'être directement en contact avec la Corée. Voilà. Et est-ce que ça reste du coup pour toi un cheminement assez personnel? Alors tu disais que c'était grâce à ta compagne que du coup tu étais retournée, donc j'imagine que ça passe aussi avec elle. Est-ce qu'il y a un groupe comme ça de personnes, une communauté que toi tu t'es créée avec qui tu peux du coup en discuter et évoluer là-dedans, ou est-ce que ça reste finalement quand même... Oui, petit à petit maintenant, il y a Maïté, enfin j'ai rencontré Maïté aussi grâce à Mélanie. J'ai rencontré Mélanie aussi, une autre Mélanie, qui elle est directement adoptée. Et en fait, du coup, il y a aussi... oui, grâce à Maïté aussi. Par Maïté, j'ai rencontré aussi quelques personnes qui traitent de ce sujet déjà et qui sont elles-mêmes adoptées coréennes. Donc, on va dire que je m'entoure pas, mais petit à petit, il y a des gens qui sont autour de moi à portée de messages, voilà, qui sont dans cette réalité-là aussi. Maïté, du coup, toi, comment est-ce que tu gères ou comment est-ce que tu as géré ce silence Comme tu dis, c'est un peu évolutif, hein. Donc, moi, je crois... Parce qu'il y a ce silence-là, mais aussi dans ma famille, c'est un peu un thème, quoi, le silence. Donc il y a plein d'autres endroits de la famille où c'est un peu comme ça, enfin sur d'autres sujets. Et moi, je crois que j'ai été un peu en colère, puis j'ai été dans l'incompréhension pendant longtemps. Et même ce premier voyage en Corée, c'était aussi une manière d'y répondre, en disant, mais en fait, peut-être ça va faire bouger quelque chose. Et puis, donc j'ai mentionné, je fais ce film maintenant qui est un processus de très longue haleine, quoi. Ça va me prendre quelques années. Et puis Justement, tu peux nous dire un mot sur ce film? C'est un film... C'est difficile Mais c'est un film que je fais sur comment est-ce que, en tout cas moi, en tant que deuxième génération d'adoption, je suis impactée par cette histoire-là qui est justement, je parle de l'accroche, c'est ma mère qui me dit c'est mon histoire, pas la tienne. Et en fait, le film, c'est une forme de réponse à ça. Donc oui, en partie, c'est la sienne, et puis oui, en partie, c'est la mienne, et oui, en partie, c'est celle de plein d'autres personnes. Et donc, une partie du film se passe avec mes sœurs en Savoie. Et en fait, pour mentionner, ma mère ne veut pas faire partie du film, évidemment. Donc,
le film, je prends à partie mes sœurs et pour aussi questionner, c'est-à-dire on parle aussi de l'histoire de ma mère et de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler avec elle, mais aussi pourquoi est-ce que nous, entre nous, on n'en a jamais parlé. Et puis après, je vais en Corée et là-bas, je rencontre des activistes et des gens et puis je vais sur certains lieux et tout ça pour continuer, c'est un peu cette histoire globale, en gros. Donc puisque j'ai pris mes sœurs à partie, c'est sûr que maintenant, c'est devenu un sujet beaucoup plus, disons, public dans ma famille. Mais ce dont je me rends compte, donc, là, j'y étais cet été pour faire un nouveau repérage et j'avais filmé l'année d'avant en leur montrant des choses, notamment le dossier d'adoption de ma mère, qu'elle n'avait jamais vu et qu'elle n'avait jamais demandé. Hein. Donc moi, ça fait 10 ans que j'avais eu ce dossier entre les mains. Et là, 1 an plus tard, mes sœurs me disent ça n'a rien changé. On n'en a même jamais parlé avec maman. Donc, si je dis ça, c'est parce que je pense que moi, j'avais pendant tout un temps cette idée, ou peut-être cette envie aussi, que à travers moi, le fait que je mette des choses en mouvement, tout ça pour moi, que ça transforme aussi mon environnement, que ça transforme ma famille. Et puis là, je suis en train de me rendre compte que peut-être que ça va pas être le cas. Et en fait, ce que je me dis, c'est peut-être que c'est OK. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais dit il y a 10 ans. Merci, un petit peu d'âge. Non, et je me dis peut-être que c'est OK parce qu'en fait, je me rends compte que c'est mon chemin et que ce sont mes besoins. Et peut-être c'est pas du tout le besoin de ma mère. Peut-être c'est pas le besoin de mes sœurs. Et j'ai pas besoin de transformer ça. Donc en fait... voilà, je suis en train... Bon, là, c'est vraiment moment où j'avoue toutes les choses horribles qui me sont passées par la tête, mais parce qu'avant, je pense qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait aussi réparer ma mère. J'avais perçu une forme de souffrance et je voulais, je sais pas, faire un peu la justicière, soulager, trouver des trucs et tout ça. Et puis ça aussi, au fur et à mesure, j'ai vraiment déconstruit ça, quoi. Ça a mis du temps, mais je me dis, mais non, c'est pas son histoire, c'est mon histoire. Et là-dedans aussi. Donc, voilà. Waouh, c'est beau. Non, parce que c'est pas forcément facile à accepter ou à reconnaître cet aspect-là, quoi. Et effectivement, on est souvent... Ouais, au début, on est souvent dans ce truc-là de vouloir... réparer l'autre, de croire que parce que nous on a certains besoins, du coup les autres l'ont aussi, et donc de pouvoir accepter que en fait c'est ok que les autres aient juste une autre vision et que c'est pas leur envie. Et ma mère, elle m'a dit un truc très joli. La dernière fois qu'on a parlé de ça, du film et de la Corée, elle m'a dit, écoute Maïté, j'aimerais que tu saches que tu pourras toujours me poser n'importe quelle question si tu acceptes que je n'y réponde pas aussi. Et ça, je trouvais que pour moi, c'est une bonne situation, c'est-à-dire, ok, un dialogue est possible, mais le dialogue, ça veut dire que moi aussi, de mon côté, je dois accepter ce qu'elle est prête à me donner. Et voilà. C'est les basses scènes, oui. Hein ? C'est des basses scènes. Ouais, c'est des bonnes bases pour... Tu parlais du coup de te sentir illégitime. En préparant la discussion, vous aviez aussi mentionné ce sentiment d'illégitimité, d'imposture par rapport au fait d'être racisé, d'être considéré ou pas comme racisé, d'utiliser ou pas ce terme-là. Question complexe. Donc, j'imagine que oui, quand on grandit pas avec la culture, du coup, oui. On n'a pas l'impression qu'on peut prétendre... C'est ça. Et pourtant, oui, ce que les autres en voient, c'est bien du racisme. Ou en tout cas, ça en a la forme. Oui. Il y a aussi le racisme anti-asiatique, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment dur de répondre. Il y a aussi le fait on peut avoir un bon white passing. On n'est pas directement potable. Par exemple, c'est souvent quand je dis mon nom, mon prénom, pardon, que ça jaillit le plus, le racisme. Donc, oui, on ne subit pas autant de violence
physiques en tout cas, ni de menaces que d'autres personnes racisées. Donc c'est ça. J'ai un peu du mal à trouver une réponse concise à ça. Le white passing, moi je trouve que ça dépend beaucoup des environnements. Parce qu'il y a des endroits où, comme je disais en Corée, on va me dire oui, t'es blanche. Mais par contre, ici, dans la rue, je veux dire, on se retourne pour me dire konnichiwa ou, je sais pas, des trucs racistes, genre chinois ou japonais, quoi. Donc ça dépend des environnements, mais c'est vrai que moi je mentionnais ça par rapport à des groupes où je me suis déjà retrouvée à des performances, tu vois, où on travaille là-dessus, et puis d'un côté c'est les personnes racisées, et puis de l'autre les personnes blanches. Et en moi, il y a toujours une hésitation. et en fait cette hésitation, c'est aussi parce que donc moi avec mes sœurs on a un métissage différent, et mes sœurs ont pas du tout l'air asiatiques. Elles ont l'air potentiellement même maghrébines, mais elles ont pas l'air asiatiques. Donc, mes sœurs, on leur a pas dit ching chang chong jamais dans leur vie. Donc, ça a aussi vachement changé la manière dont elles se sont construites. Et donc, c'est vrai qu'il y a un truc où aussi, pour moi, voilà, maintenant, c'est comme ça. De toute façon, être une personne racisée, c'est à propos de quelle histoire tu portes, de migration, tout ça. Et moi, comme je me suis beaucoup dernièrement engagée dans ces questions, ça a clarifié cette posture-là. Mais c'est vrai que si ça se limite à l'apparence, le colorisme, tout ça, c'est vrai que moi aussi, des fois, dans des groupes de personnes racisées, je me dis, mais peut-être que je suis trop blanche. Enfin, voilà. Puis il y a, par exemple, un groupe d'asioféministes en Belgique. Et puis, il y a aussi des personnes adoptées, des personnes qui ont leurs parents ont des parcours d'immigration, mais ils ont vécu dans ces pays, parlent la langue, etc. Et je crois que, il n'y a pas vraiment d'enfants d'adoptés. C'est-à-dire, je me sens vraiment blanchie aussi culturellement, donc c'est culturellement et de par mon apparence. Donc c'est vrai qu'il y a, c'est un truc en tout cas qui est toujours une question pour moi. Et du coup, tu parlais du coup via ton film de faire cette recherche, de te rapprocher, d'entrer en contact avec des personnes qui sont soit adoptées, soit aussi enfants de personnes adoptées. Est-ce qu'il y a une volonté de ta part de te rapprocher aussi de la culture, que ce soit la langue, la cuisine, la musique? Est-ce que c'est déjà dans ta vie? Alors moi, la langue, je fais un peu un blocage. Je sais pas, j'ai vraiment une facilité avec les langues, mais alors le coréen, j'ai fait un blocage. Et mon dernier voyage, là, c'était quand? C'était en avril. Ça m'a donné envie d'apprendre la langue, mais c'est vraiment un engagement, je veux dire, d'apprendre une langue. Et je sais pas si je suis prête à faire cet engagement si je n'y vis pas. Tu vois, ça pour moi, la langue, j'ai plus un rapport un peu pragmatique. Je me suis dit, est-ce que vraiment je vais faire ça? La cuisine, ouais. La cuisine, moi aussi, j'apprends à cuisiner avec des livres qu'on m'a offerts. Donc, ouais, ça passe par ça. Mais pour moi, principalement, ça a beaucoup passé par surtout comprendre l'histoire de la Corée, en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Après, le reste, c'est un peu des paillettes par-dessus, quoi. Enfin, pour l'instant, dans mon processus. Il y avait un autre aspect aussi que je trouve intéressant, c'est la question des prénoms. Du choix que font les parents, alors conscient ou inconscient, parce que parfois c'est pas forcément conscient, mais de donner un prénom du pays d'origine ou de donner un prénom plutôt occidental. Et donc, Lee, je sais pas si on a discuté du coup avec tes parents de pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce prénom-là. Oui, j'en ai discuté avec eux parce que, après avoir subi beaucoup de moqueries suite à ça, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous m'avez donné ce nom? Finalement, puisque il n'y a rien de coréen à la maison, on parle pas de Corée, mais pourquoi? Donc mes parents m'ont dit, c'est pour qu'il y ait quand même une trace, hein. Et c'est aussi un nom, en fait, Lee, c'est un nom... En Corée, c'est un nom de famille, en fait. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Je pense qu'ils sont peut-être pas au courant.
Mais pourquoi Lee? C'est parce que c'est un nom en fait multiculturel. On retrouve aussi des Lee en Occident, aux États-Unis, et on trouve des Lee en Asie. Donc ils ont choisi ce nom comme ça. Voilà, c'est pour symboliser aussi les deux, la rencontre de l'Orient et l'Occident. Voilà. Et du coup, tu disais que plus jeune, c'est ça qui amenait aussi les discriminations. Est-ce que aujourd'hui, tu es content qu'ils aient choisi ce prénom-là ou est-ce que ça reste... Oui, je suis content. Maintenant je suis content. Ouais. Après le chemin, et oui, après beaucoup de chemin. Oui, maintenant, je suis fier de mes origines. C'était pas toujours le cas, mais en connaissant un peu plus et en découvrant certaines choses, puisque ce que ça permet aussi, enfin l'ouverture que ça permet aussi de ne pas oublier d'où on vient. Souviens-toi que tu es coréenne, comme disait ton oncle, c'est ça je pense. Bah voilà, c'est important, souvenez-vous de qui vous êtes. Maïté, du coup, ça fait pas très coréen. Non, mais moi, c'est drôle. Dans ma famille, c'est une blague. Donc, moi, c'est Maïté Mintam. C'est mon deuxième prénom, Mintam. Mais en fait, de ce que je crois savoir, c'est devait être mon premier prénom, Mintam. Et c'était une Vietnamienne, une amie que ma mère avait rencontrée quand elle était enfant. Et elle aimait bien ce prénom. Et puis, parce que ça faisait trop asiatique, je pense, ils l'ont mis en deuxième prénom. Et puis, Maïté, ça ressemble à Mintam. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je vois vraiment ce prénom, le fait que ce soit un prénom asiatique et vietnamien et pas coréen, c'est vraiment, tu sais, voilà, c'était un petit geste vert, mais le bras n'était pas complètement déplié. Et par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai donc ma petite sœur juste en dessous s'appelle Marion Maëva, deuxième prénom. La troisième s'appelle Noémie Marie. Et attention, la quatrième, parce qu'on a 4 filles, c'est Nina. Et son deuxième prénom devait être Kim, qui était le nom de famille. Donc comme toi, si tu veux, c'est donc le nom d'adoption de ma mère, c'est Kim Chung-hee. Et Kim, c'est son nom de famille, mais il vient d'abord. Et donc la plupart des gens ont pensé que c'était le contraire. Donc voilà, donc Kim, c'est un nom de famille. Et vous voulez appeler ma petite sœur, la quatrième, Nina Kim. Donc voilà. Et puis finalement, bref, mon père a oublié à la préfecture, ce qui est un peu l'ironie du sort quand même. Hein. Mais je trouvais que c'était... tu vois, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, et c'est un peu, tu vois, comme avec ta mère. C'est pas un sujet, mais par contre, au niveau des prénoms, c'est des choix extrêmement forts, quoi, extrêmement symboliques. Donc ça doit quand même la travailler à cet endroit-là. Et du coup, toi, c'est quoi ta relation avec ton premier et ton deuxième prénom? Ouais. Maïté, moi, malheureusement, pour quelqu'un qui a grandi en France dans les années 90, je ne vais même pas continuer ma phrase. Ça a été dur. Voilà. Mais donc, j'aime pas trop mon prénom. Et puis, Mintam... Mintam, un peu comme toi, j'en avais un peu honte quand j'étais gamine. C'est fou, hein. Et puis maintenant, c'est plutôt quelque chose dont je suis fière. Et en fait, je me fais appeler aussi comme ça. Et puis, je signe avec tous mes prénoms. Donc, ouais. Et j'ai même envie d'inclure un troisième prénom qui serait un prénom coréen, en fait. Parce que pour moi, c'est aussi justement comme finir un peu ce parcours. Voilà. Et ça, c'est quelque chose pour l'instant que tu as toi en tête et dont tu n'as pas encore parlé spécialement avec ta maman, ou est-ce que ça a déjà été évoqué Non. Quelle question. Quelle question, jamais l'évoquer. Oui, mais bon, peut-être que ma mère va regarder cette émission. Par hasard. On la salue, bien sûr. Oui, on la salue, bien sûr. Je t'adore, maman. Non, mais ça, c'est plus un truc, c'est un peu en processus, mais c'est un prénom que je commence un peu à utiliser, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais je dis à personne, c'est mon troisième prénom coréen, mais pour moi, c'est cette symbolique-là, quoi. Mais je vais pas non plus faire un coming out à ma famille en leur disant, maintenant, je m'appelle une telle et plus Maïté, quoi. C'est plutôt accepter qu'il y ait
plusieurs couches dans nos identités. Voilà. Oui. Ah oui, je me souviens ce que je voulais dire tout à l'heure. C'était par rapport au métissage, au fait que nous soyons de deux cultures différentes. Et ça, je trouve que on n'en parle pas beaucoup, je trouve, dans notre société du métissage, quoi, en fait. Et je me rappelle quand même qu'il y avait, dans les années 80-90, une espèce d'idéal qui disait le jour où tout le monde sera métissé, ce sera magnifique et la paix sera advenue. Enfin, voilà, je pense qu'on en revient quand même un peu. Et on ne parle pas beaucoup de ce phénomène d'être un peu entre deux cultures, même si on n'a pas beaucoup, nous, personnellement, de lien avec la Corée. Je dirais, elle est toujours là, même si on l'effaçait complètement. Je ne sais pas comment sont tes sœurs, vu qu'elles ont l'air d'avoir un peu moins creusé ce sujet. Mais c'est toujours là. Et comme tu dis, en Belgique, on va te ramener à ta coréanité. Et en Corée, on va te ramener à l'Occident. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qui, au fur et à mesure de ton évolution d'être humain, tu grandis avec le fait de jamais appartenir pleinement à quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. J'ai besoin d'être indépendant, de ne pas me rattacher à que ce soit une association ou une organisation ou quelque chose. Enfin, voilà. C'est ça que je voulais dire aussi. La particularité d'être mixte. Je pensais à aussi la particularité d'être enfant d'adopté. Je crois qu'il y a un paradoxe, en tout cas que moi j'ai observé chez ma mère, c'est que pour ma mère, t'imagines, c'est-à-dire c'est un enfant qui a grandi en pensant qu'il ou elle était orpheline, et puis avec des nouveaux parents, tout ça. Et donc, pour ma mère, j'ai l'impression qu'avoir fait des enfants elle-même, c'était vraiment s'offrir un nouveau départ. Tu vois, c'était s'assurer une nouvelle vie, on recommence à zéro, maintenant on va mettre des bonnes bases. Et puis, elle a vraiment fait le nécessaire pour qu'on ait tout ce dont on ait besoin. Et ce que je vois qui est un trigger aussi, dans le fait que je pose des questions par rapport à la Corée, par rapport à l'adoption, ça, on en a discuté une fois ou deux, c'est que j'ai l'impression que pour ma mère, elle voulait nous offrir le fait de pouvoir s'affranchir de cette histoire, qui est en fait quelque part une histoire sombre, douloureuse ou pas reluisante. Enfin voilà, on peut utiliser plein d'adjectifs. Et si tu veux, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose en elle où il y avait ce truc de la transmission active, quoi. Moi, c'est ça que je veux te léguer, c'est ça que je veux te donner. Et que je pense que là, avec toutes les questions que je me pose, en fait, elle est en train de s'apercevoir qu'en fait, elle n'a pas du contrôle sur tout. Et que, en fait, ça me touche, ça m'affecte, même si elle aurait souhaité que ça ne m'affecte pas. Tu vois, et donc ça, je sens que c'est aussi ce paradoxe-là qui se passe dans la parentalité. Et je pense qu'on peut retrouver ça peut-être avec d'autres gens qui ont des parcours d'immigration, mais je pense particulièrement avec l'adoption, parce qu'il y a cette histoire aussi d'avoir été séparé de ta famille d'origine. Quand tu refais famille, tu as vraiment des enjeux comme ça énormes qui se développent, quoi. Voilà. Et je sais pas si c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez, si jamais vous voulez avoir des enfants, de ce que vous allez pouvoir transmettre Ouais, j'ai une amie qui a été adoptée et qui disait, moi je veux d'abord retrouver mes parents biologiques, ce qu'elle a pu faire, et être ok d'abord moi avec mon histoire pour pouvoir transmettre. Ce qu'elle disait, c'était une histoire plus apaisée. Après, je sais pas si c'est des questionnements que vous avez ou peut-être pas du tout parce que vous voulez pas d'enfants. Oui, c'est sûr que le fait d'avoir un enfant ou pas, c'est déjà une grande question en soi. Et puis, j'avais un peu ça aussi. Plus jeune, je me disais, j'ai pas envie de lui transmettre des traumas ou des questionnements irrésolus ou lui donner un fardeau en fait
dont il ou elle n'aurait pas besoin. Donc ouais, j'avais aussi ce besoin de guérison avant de pouvoir penser ou pas avoir un enfant. Ouais, moi je sais pas non plus si je veux avoir des enfants. Après, pour faire suite à ce que je disais juste avant, moi justement, maintenant je crois que j'y crois plus trop à ce truc de s'être pleinement réparé, puis ensuite c'est bon, et puis les enfants après, ils sont bien. Enfin, c'est un peu peut-être justement des fausses idées qu'on se fait. Après, oui, il faut faire le taf, quoi. Faire le travail, mais le travail, ça prend toute la vie, hein. Et puis après, son enfant est né, et puis lui aussi, ou elle aussi, elle fait le travail, et ça va lui prendre toute la vie. Donc voilà, moi je vois plutôt les choses comme ça. Donc ça n'implique pas tellement si je vais ou pas avoir un enfant. Après, pour ce truc aussi de recherche de vérité, je sais pas pour toi comment c'est, mais pour moi, on peut pas, pour l'instant, avoir plus de réponses sur ma famille d'origine coréenne. Et puis en plus, ma mère m'a dit qu'elle voulait pas que je fasse des recherches. Donc c'est comme ça, hein. Et ça, c'est aussi quelque chose que je respecte, parce que je considère que quand même, elle a son mot à dire. Donc voilà, pour moi, c'était pas, je dois pas passer à la prochaine génération justement une espèce d'affaire que j'ai élucidée. Mais en tout cas, par exemple, je vois ça même sans avoir eu des enfants. J'ai donc mon oncle et ma tante là qui sont adoptés ont eux-mêmes et elles-mêmes ils ont des enfants. Donc on est 9 cousines et moi je suis la plus âgée. Et en fait, je vois qu'en faisant ce travail-là, moi, déjà, ça veut dire qu'il y a un espace de parole, il y a peut-être une personne ressource dans la famille vers qui ces jeunes femmes vont pouvoir ensuite se tourner. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est déjà en train de se faire. Du coup, on arrive à la fin de la discussion. Est-ce qu'il y a encore un élément dont vous vouliez parler et qu'on n'a pas pu aborder, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a pu faire le tour ? Moi, je n'ai rien qui me vient en tête là tout de suite. Juste, moi, je pense au fait qu'on n'ait pas du tout parlé de l'adoption internationale, transnationale et puis transraciale. Et c'est juste, j'invite les gens à vraiment se renseigner sur ce phénomène qui est un phénomène politique à la croisée de plein de facteurs économiques, sociaux et politiques. Et ce sont des histoires, parce que c'est pas une seule histoire, mais en tout cas, moi j'ai creusé plutôt celle vraiment de la Corée du Sud. Mais c'est incroyable et c'est monstrueux et c'est surprenant. Voilà. Donc je trouve qu'il faut un peu s'éduquer sur ces questions parce qu'on en entend parler seulement maintenant et voilà, et c'est important. Ça fait partie de notre histoire collective aussi à tous et à toutes. Du coup, la dernière question, le petit rituel de fin dans nos héritages, c'est de se dire que pendant un peu plus d'une heure, on a parlé en partie ce que vous avez reçu en héritage. Et du coup, là, la question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez laisser en héritage ? La question difficile, je sais. Ouais. En fait, c'est trop drôle parce que, désolée, mais j'ai posé cette question à mes sœurs dans mon film. Et en fait, c'était les trois. J'aimerais bien laisser le goût de poser des questions. Oui, c'est plutôt un processus mental de ne pas avoir peur et aussi l'idée que nos origines sont importantes, plus qu'on pourrait l'imaginer dans un premier temps. Même si on a l'impression que c'est pas si important, en fait, c'est quand même important. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, c'était ultra intéressant. Je suis trop contente. Merci pour l'invitation. C'était trop chouette. C'était très chouette, oui. Cet épisode a été réalisé par Sarel Massaoudi. Merci à toi de l'avoir écouté. Pour nous soutenir, n'hésite pas à liker et commenter le podcast sur les plateformes d'écoute. J'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on se retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages.
nos.héritage au pluriel. À bientôt!